les tentatives d'infiltration par les services secrets, si vous lisez L'art de la guerre du fameux chinois, déjà il y a 2500 ans, on pratiquait ça pour affaiblir l'adversaire. Mais évidemment, ça se renouvelle. Moi, j'ai été très proche de l'ex-République démocratique allemande, et donc j'ai suivi de près l'affaire Günther Guillaume, qui rappellera certaines choses, certains temps, où les services de la RDA avaient réussi à infiltrer jusqu'à Willy Brandt. Günther Guillaume était un agent de la RDA et l'un des principaux collaborateurs de Willy Brandt. C'est fort, hein, c'est très fort. Moi, j'avais une certaine admiration, je ne le cache pas. Alors, tout à l'heure, Ingrid a dit dites-moi qui vous fréquentez. Alors, si vous nous regardez, vous pouvez être surpris parfois. Bon, moi, je suis de filiation communiste et aujourd'hui, dans notre bataille pour soutenir l'OMPI, nous travaillons, par exemple, avec Michel Alliot-Marie, qui n'est pas connu pour être une gauchiste dangereuse, ou bien Bernard Kouchner, qui ne l'est pas davantage, ou alors c'est un gauchiste qui s'ignore, et bien d'autres. Pourquoi ? Parce que dans l'esprit de notre histoire nationale, et je renvoie à la Deuxième Guerre mondiale, pour se débarrasser de l'ennemi qui menace l'existence à l'époque de notre pays, de la nation française, il faut savoir s'unir sur les choses essentielles que nous voulons absolument défendre et préserver. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette période, et je fais très bref, c'est l'espèce de front commun communiste-gaulliste pour la libération du pays. Et on ne peut pas dire que ça ait mal marché. Quand il y a eu la reddition des nazis à Paris, même si le général de Gaulle s'est étonné de voir la signature du colonel Rol-Tanguy sur l'acte de reddition des nazis, c'était simplement prendre acte du fait que c'est vrai que la résistance communiste à Paris avait été, pas seulement à Paris, mais avait été déterminante pour vaincre l'oppression nazie. Eh bien, nous, dans notre démarche vis-à-vis de l'OMPI, nous essayons de rassembler. Et à l'Assemblée nationale, nous avons fondé le comité parlementaire pour un Iran démocratique. Et l'année dernière, c'est une œuvre de longue haleine, parce que entre collègues qui ne sommes pas du même bord, quand on vous fait des propositions d'action commune, parfois vous vous dites « Oh là là, qu'est-ce que ça cache, ça ?» Eh bien, vous imaginez qu'un parlementaire, la plupart sont dans cet état d'esprit, réfléchissent avant d'engager leur signature. Et l'année dernière, le cap de plus de la moitié des députés français soutenant l'OMPI a été franchi, malgré les campagnes de désinformation du fascisme iranien. Et c'est un travail donc persévérant. Et je peux vous dire qu'au Sénat, par exemple, vous avez des collègues comme Jean-Pierre Michel, qui était sénateur chevènementiste, pour faire bref, et Alain Néry, socialiste, qui ont été l'objet de démarches insistantes pour essayer de les détacher de l'OMPI en leur racontant les choses les plus horribles sur l'OMPI. Par exemple, ils avaient collaboré avec Saddam Hussein, irakien. Vous savez qu'il y avait des armes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvées d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que l'OMPI avait une base qui était installée sur le territoire irakien, d'où elle combattait, l'OMPI, la dictature des mollahs. Et à ceux qui me disent « Oui, mais vous vous rendez compte,
ils étaient associés à Saddam Hussein. Non, ils n'étaient pas associés à Saddam Hussein. Ils avaient obtenu une enclave en Irak. Parce que si on dit qu'ils étaient associés à Saddam Hussein, parce que du territoire irakien, ils menaient leurs actions contre la dictature théocratique des mollahs. Que faut-il dire de l'escadrille Normandie-Niémen pendant la guerre? Où était-elle basée, cette escadrille? Elle était en Union soviétique. Et néanmoins, cette escadrille, elle était autonome pour mener le combat contre les nazis. Alors je sais que la comparaison n'est pas raison, mais parfois il faut quand même garder l'histoire à l'esprit et ne jamais perdre de vue l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le combat de libération du peuple iranien pour son émancipation et pour qu'il ait le droit, comme tous les autres peuples, de choisir son destin. Et dans les 10 points qui ont été présentés par Rajavi, il y a la liberté de religion, il y a l'égalité des hommes et des femmes, il y a la reconnaissance des droits des minorités ethniques, et Dieu sait qu'il y en a en Iran. C'est là-dessus qu'il faut se baser pour apprécier de quel côté on est. Alors on a dit l'OMP est une secte. C'est un sujet que je connais un petit peu pour y avoir travaillé et être devenu la bête noire de la scientologie et des témoins de Jéhovah, ce dont je m'honore. Vous savez ce qu'on dit, on ne jette pas de pierre à l'arbre qui ne porte pas de fruits. De ce point de vue, pour la lapidation, on est quelques-uns à avoir eu notre part. Et pour les sectes, je ne vais pas entrer dans le débat sectaire aujourd'hui, ce n'est pas l'objet, mais les députés, sans tenir compte des filiations des uns et des autres, tous ensemble, avaient défini 10 critères qui permettaient à peu près d'identifier une secte. Et je peux vous dire que l'OMPI, selon ces critères, ne ressemble pas du tout à une secte. Une secte, c'est une structure pyramidale qui décrit l'environnement des adeptes comme étant un environnement dangereux duquel il faut se méfier, il faut se défier de la société. L'OMPI, c'est pas ça du tout. L'OMPI ne dit pas qu'il faut se défier de la société. Elle dit que dans la nation iranienne, il faut construire un nouveau système qui soit l'alternative à la dictature actuelle. Alors, que ce discours, évidemment, ne plaise pas aux mollahs, je le comprends, mais vous voyez bien, désigner l'OMPI comme étant une secte, il s'agit simplement de dénigrer, de discréditer. Et là, ce n'est pas un discours communiste que je vous tiens, parce que un de mes collègues de l'Assemblée nationale, Georges Fenech, que vous connaissez certainement, s'il est communiste, c'est sans le savoir et sans que je l'ai remarqué. Parce que pour parler simple, pour être plus réac que lui, c'est difficile. Et néanmoins, nous avons mené le combat en commun. Et lui a été, quand il était magistrat à Lyon, a été particulièrement courageux contre la scientologie. Donc ils lui ont fait tous les coups tordus possibles, mais il n'a pas lâché. Et au-delà de nos différences, Georges Fenech et moi, nous avons toujours tenu. Nous avons été dénoncés par les témoins de Jéhovah aux États-Unis comme étant 2 personnes dangereuses qui niaient le droit à la liberté religieuse. Il a fallu que bras dessus, bras dessous, Fenech et moi, nous allions voir le ministre des Affaires étrangères de l'époque. Alors, un duo Fenech-Brard, ça valait le déplacement, et donc Dominique de Villepin, qui était le ministre à l'époque, nous a reçus et a fait le nécessaire pour que notre ambassadeur, qui avait réussi à convaincre le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, donc infiltration, nous lâche un peu les baskets, si je puis ainsi m'exprimer. Et nous avons obtenu gain de cause, dans le cas particulier, grâce à Dominique de Villepin, et donc nous avons continué notre combat ensemble
gauche, droite, parce que ce qui nous unissait, c'est bien supérieur à ce qui nous opposait. Et ça, il ne faut jamais perdre ça de vue. Alors, du point de vue de l'infiltration ou des tentatives d'infiltration, il y en a beaucoup. Vous voyez à la télévision de temps en temps un certain monsieur Ourcade, un expert. Alors, les journalistes vous disent un expert. Qui est monsieur Ourcade? Un universitaire qui a écrit un guide touristique concernant la ville de Téhéran, et ce guide touristique était préfacé par un grand démocrate iranien qui s'appelle Ahmadinejad. Vous voyez? Alors, qui vous fréquentez? Et vous pourrez jauger de qui il s'agit. Ce n'est pas les seuls. Les journalistes, ce sont des agents plus discrets et parfois plus bêtasses que M. Ourcade. Et ces journalistes, qu'est-ce qu'ils vous disent à la télévision? Qu'en Iran, il y a des modérés et des radicaux. Vous savez, les islamistes, les extrémistes en général, moi je ne vois pas de modérés, je vois des gens dissimulés. C'est pas tout à fait pareil, avec habileté souvent. Et donc, dans notre pays, le pays des Lumières, parfois ce sont des lumières intermittentes, hélas, hein, mais dans ce pays des Lumières, il y a quelque chose qu'on devrait avoir appris, que normalement l'école dont j'étais l'un des fonctionnaires avant d'être député, l'école nous apprend l'esprit critique. Et quand je croise des groupes de gamins qui sont avec leurs enseignants à l'Assemblée nationale pour une visite, je leur dis toujours, ne croyez jamais ce qu'on vous dit sans réfléchir. Même ce que votre professeur vous dit, méfiez-vous. Alors ça ne fait pas toujours plaisir aux profs, mais c'est pourtant vrai. Il faut apprendre l'esprit critique, mais surtout, mieux que l'apprendre, le pratiquer. Et je vais vous donner un exemple assez récent de tentative d'infiltration à l'Assemblée nationale. Ça concerne le groupe auquel j'ai appartenu pendant 24 ans. Il y a un des députés, membre du groupe, qui a reçu une missive de Madame Françoise Ostalier. Vous ne vous rappelez plus qui c'est, Madame Ostalier? Eh bien, cette dame, femme politique du nord de la France, elle a envoyé un courrier, il n'y a pas longtemps, aux députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine, qui est présidé par quelqu'un que j'estime beaucoup, André Chassaigne, que vous voyez à la télévision de temps en temps, homme charismatique, intelligent, qui cherche aussi, il a l'esprit critique, lui, aussi. Et donc, ce député reçoit une lettre de Madame Ostalier, et donc ce courrier dénonce l'OMPI comme étant mouvement sectaire, etc., avec des choses que j'ai déjà dites. Et donc elle dit aussi que c'est un mouvement qui a été condamné. C'est vrai que l'OMPI a été sur la liste des organisations terroristes pendant un temps. Mais après beaucoup d'efforts, beaucoup de campagnes, l'OMPI est sorti de toutes les listes. Ça n'a pas été sans mal, parce que vous imaginez que ceux qui avaient obtenu que l'OMPI soit sur la liste ont fait beaucoup d'efforts pour qu'on n'en sorte pas. Aujourd'hui, l'OMPI a été blanchi de tout cela. Et il y a dans notre pays des gens qui ont contribué à enfoncer l'OMPI, y compris celui que je citais tout à l'heure, Dominique de Villepin. Vous voyez comme quoi les gens sont complexes. Il faut toujours regarder les deux faces de la pièce pour voir si elle brille également quand vous la retournez. Et dans le cas de Dominique de Villepin, dont je n'oublie pas qu'il a fait ce magnifique discours à l'ONU pour ne pas embarquer la France dans la guerre en Irak, je n'oublie pas que dans cette affaire, il a eu un rôle dont il ne peut pas être fier. C'est la réalité. Et comme disait Jean Jaurès, chercher et dire la vérité est révolutionnaire. Il ne faut jamais oublier nos fondamentaux.
Et Jaurès en fait partie. C'est pour ça qu'on l'a tué d'ailleurs. Donc, vous voyez, il faut réfléchir et voir de quel côté sont les gens qu'on doit fréquenter et qu'on doit aider. Et alors, nos amis iraniens, ils ne nous demandent pas qu'on envoie des troupes au sol, suivez mon regard. Hein. Ils demandent qu'on les aide sur le plan politique pour que le régime théocratique soit isolé. Quels sont les dangers aujourd'hui? C'est que nous avons trop de complaisance vis-à-vis du régime théocratique. Et ces complaisances, elles sont inspirées parfois, vous savez, c'est le pays des mille et une nuits, avec les senteurs, les parfums. Mais parfois, il y a des parfums auxquels on n'est pas forcément habitué, mais qui sont très dangereux. Par exemple, l'odeur du pétrole. L'odeur du pétrole, ça fait qu'on trouve des vertus à des gens qui n'en ont pas. Et pour l'alternative au régime des mollahs, vous pensez qu'il y en a qui ont remarqué, qui savent qu'il y a des réserves importantes de pétrole et bien d'autres choses en Iran, et qui, à partir de là, sont prêts à être complaisants.